L'heure est à présent à la causerie matinale et nous retrouvons nos invités pour en parler ce matin. Mathias Sossou, directeur de publication du quotidien Le Gongonneur, bonjour. Bonjour chers confrères et chers téléspectateurs. Merci d'être là ce matin. Stanislas Gwankouamoa, journaliste télé avec nous. Bonjour Stanislas, bonjour je dirais. Oui, bonjour à nouveau Théodule, bonjour à Mathias Sossou, bonjour à Corneille également. Voilà, merci. Corneille qui est avec nous ce matin. Corneille Gokonou, il est journaliste sportif à ETL au groupe de presse Le Matinal, bien sûr. Bonjour Corneille. Bonjour Théodule et bonjour doyen, bonjour Stan, bonjour à toutes et à tous. Très bien. Et avant de rentrer dans le vif de la causerie de ce matin, juste un mot sur la question du jour que nous venons de suivre avec Jacqueline Alavo qui parle de la parité entre l'homme et la femme. Nous allons passer la parole au doyen Mathias Sossou de nous dire parité entre hommes et femmes. Qu'est-ce que cela vous dit? Bon, ça ne me dit pas grand-chose, seulement que les institutions de notre pays ont consacré la femme au même titre que l'homme. Et il faut l'accepter ainsi. Et ce faisant, c'est encourager quand même les femmes à entreprendre des métiers, en tout cas des choses que les hommes peuvent faire. Par conséquent, il y a quand même des conditions qui mettent la femme au devant de la scène. Non, pas nécessairement au même pied d'égalité, mais qui la mettent dans une condition où elle se trouve inférieure. Par exemple, depuis la naissance, même les Écritures saintes ont prévu quand même que la femme soit, en tout cas pas au sous-ordre, mais quand même un peu au-dessous de l'homme. Nous n'allons pas trop polémiquer sur ce fait parce que c'est une condition sociale, mais devant la loi, la femme est égale à l'homme. Il faut l'accepter ainsi pour que la société puisse être équilibrée. Corneille Gonou, votre avis sur la question? Je dirais simplement la même chose que le doyen. Ça permet donc à la société d'évoluer. Et quand on parle d'égalité entre les deux sexes, chacun sait désormais ce qu'il a fait. Si on dit que la femme n'est plus différente de l'homme, ça voudra dire que la femme est en mesure de faire exactement ce que les hommes font. Mais sauf que le doyen tout à l'heure, dans son explication, a parler de la Bible, donc les paroles saintes l'ont révélé depuis fort longtemps. L'homme, c'est le père du foyer. Maintenant, lorsque vous êtes un père de famille, vous êtes dans votre maison, il y a un serpent qui surgit. La femme doit forcément dire, mon mari, mais viens m'aider. Ça veut dire simplement que la femme elle-même reconnaît la suprématie. Pour le reste, chacun doit faire ce qui est de son mieux au niveau de la société. Et pour quand même que l'on constate cette parité qui, par moment, n'existe donc que de nom. Très bien. Stanislas Gwankouamoa, j'ai une question que je vais poser juste après l'intervention de Stan. Oui, votre avis sur la question de la parité? Oui, mon avis découle déjà de ce que mes prédécesseurs ont dit. Si j'embraye un peu l'exemple donné par Corneille, quand un serpent surgit dans une maison, on fait référence tout de suite à l'homme d'abord, l'homme petite tâche. Et c'est ça justement qui donne son fondement à un de nos adages par ici qui dit enfant sous nous montants nous. C'est-à-dire que l'homme de sexe masculin a trouvé le serpent, mais c'est la femme qui l'a tué. Ça veut dire que dans la conscience collective, on sait que c'est l'homme d'abord qui fait face aux difficultés, qui fait face aux défis. Et quand un homme petit tâche de sexe masculin en arrive à d'étaler devant un serpent et que la femme lui succède dans ce schéma-là, on salue dans un cas pareil la bravoure et l'audace de la femme. C'est pour reconnaître que on n'attendait pas la femme à ce niveau-là faire face à un serpent, mais elle a pu le faire. C'est pour dire à quel point, de façon sociologique déjà depuis le bas, cette parité-là, qui reste encore un vœu pieux, n'est pas toujours concrète dans les habitudes. Et l'autre chose aussi, c'est que il y a une confusion qu'on fait souvent entre la parité et l'égalité. À mon avis, ce n'est pas la même chose. Quand on dit égalité, c'est que l'égalité est consacrée par la Constitution béninoise. L'homme et la femme sont égaux en droit. C'est ça. Mais quand on parle de parité, on peut parler peut-être de la représentativité, hommes et femmes dans les institutions. On peut parler de la capacité de l'homme et de la femme à faire face à certaines situations de manière claire et nette. Parce que
quand pour certaines offres d'emploi, par exemple, on demande, quand on lance un appel pour recruter des gens qui vont conduire des camions bennes, par exemple. Vous connaissez les camions bennes, les camions gros porteurs. Avez-vous déjà vu des femmes au volant de ces camions? Dans l'élément tout à l'heure. Dans d'autres pays, oui. Au Ghana, au Burkina. Nous sommes au Bénin. Je parle déjà du Bénin. Oui. Dans l'élément tout à l'heure, dans l'élément tout à l'heure, j'ai suivi quelqu'un qui disait que tout ce que l'homme fait, la femme peut le faire. Et bon, j'ai suivi, ce sont des jeunes filles qui le disaient aisément, elles n'ont pas une certaine expérience de la vie, donc elles ne comprennent pas forcément grand chose. Est-ce que vous avez vu déjà des femmes au volant des gros porteurs? Oui, s'il y en a, dans l'armée, dans l'armée, c'est-à-dire au génie militaire, nous avons notre chef Pauline qui conduit les gros engins. Elle est seule sur quel effectif? Sur un effectif de 100 ou de 200, elle est seule. Ça veut dire que ce n'est pas encore représentatif. Cela ne suffit pas pour affirmer que l'homme et la femme doivent être sur le même pied d'égalité ou qu'il doit avoir parité entre l'homme et la femme. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. La femme peut s'essayer à ce que l'homme est en train de faire, mais on n'est pas forcément sur le même pied d'égalité. Je ne peux vraiment pas accepter ce que vous êtes en train de dire. Une question que on se pose tous les jours, c'est vrai, ne jouons pas à l'hypocrisie. Est-ce que c'est vrai que ce sont les thèses qui l'ont décidé ainsi, c'est ça dans la République, mais est-ce que la culture béninoise, sino-africaine, accepte ce concept de parité ou égalité entre l'homme et la femme? Corneille. Bon, au Bénin actuellement, je vais dire non, parce que vous êtes ici quand même d'une famille, et quand a priori il y a une cérémonie, on parle forcément des hommes, et la répartition est faite en fonction donc de la catégorie, et surtout en fonction du rôle que chacun joue. Maintenant, quand on prend ce problème, c'est quelque chose qui date de très longtemps. Et Stan l'a soulevé tout à l'heure. Il faudrait forcément que l'actuelle génération puisse faire ce qui est utile pour changer les donnes. Ceux et celles qui sont là aujourd'hui doivent comprendre donc que désormais, quand tu es une femme et que tu réclames tes droits, il faudrait forcément qu'on te voit au fond. Il a dit tout à l'heure, c'est aussi bon quand vous prenez par exemple les bus qui circulent à Cotonou, à Bénin-Tassi, là, vous pouvez voir des femmes. La fois dernière, j'ai été surpris de voir quand même des femmes soudain un peu. Parce que ça veut dire qu'il y a certaines catégories de femmes qui ont compris l'enjeu. Mais au niveau donc de nos sociétés, au niveau de la culture, c'est toute autre chose. L'homme reste donc le chef du foyer comme d'habitude. Et les femmes n'ont pas droit en tant que tel à prendre des décisions. L'homme prend, et comme on le dit très souvent, la crevette n'a jamais de raison devant le feu. Peu importe ce qui va se passer, elle est obligée de subir. Très bien. Mathias Soso, votre avis sur la question de la culture béninoise? Est-ce que la culture fond, Adia, Nago, Bariba, etc. accepte ce concept-là? Non, c'est justement là où je voulais même présenter mes réflexions. Oui. La culture béninoise ne permet pas du tout de considérer la femme au même titre que l'homme. Nous avons pour la petite histoire l'histoire du royaume d'Abomey, où il y a quand même eu une reine qui a gouverné quand même au palais, mais son nom n'est jamais ressorti quelque part dans les archives pour mentionner que le Bénin a connu une reine, parce que c'était inconcevable pour les gens en ce moment-là de considérer qu'une femme a pu être reine. Alors que elle avait très bien dirigé. Elle avait très bien dirigé. Il paraît même que c'est elle qui a créé qui a sorti les Amazones à partir de son règne, que les Amazones ont vu le jour. Mais jusqu'à présent, on ne parle que des Amazones, on n'a jamais parlé de Tassikangbe dans l'histoire. Ça veut dire que dans la mentalité de nos prédécesseurs, il n'y a jamais eu ce rôle-là qu'on peut conférer à la femme, qui puisse le mettre au même pied d'égalité que l'homme. Mais je crois qu'avec l'évolution, petit à petit, aujourd'hui, de nos jours, il y a que on commence pas à considérer la femme à la maison. Avant, on ne parlait même pas d'héritage avec les femmes, mais aujourd'hui, dans certaines familles, la femme est considérée comme héritière, en part entière, comme les hommes. Donc, quelque part,
ça commence par venir dans les cultures. Mais si vous le permettez, ça revient, mais je ne pense pas qu'on puisse changer complètement les choses au niveau de notre culture. Imaginez-vous, on est à Cotonou. Est-ce qu'au village, par exemple, lors d'une réunion, l'homme peut porter un pantalon, la femme aussi peut le faire? Non, parce que c'est bizarrement ce qu'on voit de nos jours, parce qu'on parle d'égalité, je peux faire ce que mon homme fait, et je peux faire tout ce qu'il fait. Donc c'est aussi là le problème. La culture demeure toujours la culture. Pourquoi vous calquez seulement sur le pantalon? Non, c'est une façon. Le jour où l'homme se met en pagne, on va l'appeler Atis. Mais c'est une façon de parler. Pour ce qui est connu, on sait que l'homme n'a pas droit au pantalon. Normal. Et la femme du moins, à Cotonou et environ, vous savez très bien ce qui se passe. En Europe, il y a Elisabeth II, non? Il y a la reine Elisabeth. Est-ce que vous pouvez partir par exemple dans votre village avec votre femme qui aura peut-être un pantalon? Les femmes portent aujourd'hui pantalon dans les villages. Tout ça là, c'est assez intéressant, mais tout ça là pose le problème d'une certaine occidentalisation de nos mœurs, qu'on le veuille ou pas. À outrance. Est-ce que tout ce qui vient de l'extérieur est bon à appliquer chez nous? C'est de ça qu'il s'agit. Si vous pensez que votre femme peut se mettre en pantalon, pour prendre le cas du pantalon, et que cela ne vous déplaît pas, cela convient aux usages, tant mieux. Mais moi, je connais des foyers, des couples dans lesquels l'homme interdit à sa femme de mettre un pantalon. Et il l'assume, et la femme est obligée de respecter ça. Ça ne veut pas dire que c'est la norme forcément, mais nous sommes dans l'émancipation, dans la mondialisation. Et l'autre chose aussi, quand les femmes se disent toujours que ce que l'homme fait, la femme peut faire, je prends l'exemple de Corneille tout à l'heure, toujours par rapport aux cérémonies. Jusqu'à l'heure où nous parlons, Théodule Ronsa, chers amis sur le plateau, quand il y a un décès dans une famille, on fait toujours la répartition en fonction du sexe. C'est-à-dire, les hommes cotisent 200 000, les femmes cotisent 100 000. Vous n'allez jamais voir, je vais continuer, vous n'allez jamais voir dans une famille, on va dire, bon, pour ce décès, par exemple, les hommes 100 000, les femmes 100 000, jamais. Non, attendez, dans les usages, ça ne se conçoit jamais. On met toujours la femme en dessous de l'homme. Si les hommes sont appelés à cotiser 500 000, on met 200 000 pour la femme. Si les hommes sont appelés à payer 2 000, on donne 1 000 francs pour la femme. Et même dans les administrations, ça se fait. Quand on veut soutenir quelqu'un, on dit les hommes 2 000, les femmes 1 000 francs. Pourquoi cela? Quand vous réclamez la parité, réclamez-la également au niveau des devoirs. Et là aussi, pour les cotisations, c'est pas la femme qui va tirer. On envoie peut-être un message à son mari pour dire, mais il y a telle chose au niveau de ta belle famille, tu es obligé, et c'est l'homme qui agit. Non, mais dans les conditions où la femme a les moyens. Si les garçons, les hommes n'ont pas autant de moyens. Vous les connaissez. Nous allons y revenir. Ça fera l'objet d'un débat. Ça, c'est sûr, d'une causerie matinale où nous allons nous retrouver pour en parler. Pour l'heure, nous allons parler donc du conditionnement d'eau de table, le milieu qui reste à assainir. Il faut dire que la condition de présentation, de fabrication donc de cette eau de table ou autre appelée Pure Water interpelle tout le monde et surtout les autorités au plus haut niveau, surtout en 7 ans du Covid-19. Une rencontre pour rappeler les fabricants du littoral à l'ordre a eu lieu il y a quelques jours et donc il y a nécessité de revoir le secteur puisque déjà ça pose problème au départ. Stanislas Gwanoupo. Oui, vous savez, par 7 ans de pandémie du coronavirus, tout ce que nous consommons, nous devons y veiller. Nous devons faire très attention à tout ce que nous consommons, tout ce que nous ingurgitons. Donc, l'eau constitue quand même une denrée assez importante qui entre dans l'alimentation, dans la cuisson, en tout cas dans l'altération même, dans la désaltération, si je peux ainsi dire. Et donc c'est fondamental, c'est important. Et le domaine de ces eaux-là, que vous avez qualifié tout à l'heure, les Pure Water, nous savons qu'au départ c'était réservé à un groupe de personnes. Ça venait même du Nigeria au départ. Après, les Béninois sont entrés dans cette filière-là. 1, 2, 3, 10 Béninois et ça s'est élargi à beaucoup de personnes. À tous les coins de rue, vous voyez de petites boutiques, de petits centres où on produit cette eau-là qui ne respecte pas forcément les conditions d'hygiène en vigueur. C'est là tout le problème. Parce que si vous produisez votre eau, parce qu'on commercialise cela, les gens en achètent. Donc, si vous produisez cela en respectant les normes en vigueur, les normes d'hygiène notamment en vigueur, les normes de conditionnement, il n'y aurait pas de souci. Mais quand vous le faites
Il y a même une enquête qui a révélé il y a 5 ou 6 ans, je me rappelle, où des gens mettaient l'eau communément appelée pure water, on met de l'eau de robinet simplement dans le sachet et on ferme. Et c'est ça qui est vendu aux populations. Ça ne respecte aucune norme. Parce que le pure water, au départ, ce n'est pas de l'eau de robinet. C'est une eau qui est conditionnée dans une certaine façon, à une certaine température. Et même le conditionnement se fait suivant certaines normes. Mais on a remarqué à certains endroits que l'eau, c'est carrément par terre dans des sachets, c'est sale, la salle même où cela est fait, on piétine les sachets n'importe comment, ce n'est pas véritablement entretenu, alors que c'est de l'eau. Et quand on ouvre le sachet, on ne met pas ça au feu avant de consommer, c'est à consommation directe. Nous ne sommes pas loin du marché d'Antokpa. Quand vous allez dans ce marché, mais cette eau est commercialisée à longueur de journée. Vous voyez de petites gens qui, avec leurs petits accessoires sur la tête, passent et donnent ça aux clients, aux passants. Quand vous avez besoin de vous désaltérer, vous prenez ça, c'est à 25 francs. Mais dans quelles conditions cela a été fabriqué, là est la question. Et je pense que la direction a mieux fait de rencontrer ces acteurs-là pour taper du poing sur la table. Oui, Mathias Soso, est-ce qu'il vous est arrivé un jour, avez-vous eu la chance de visiter une de ces petites usines de fabrication d'eau de pure water à l'eau de table, une fois? Oui, je l'ai fait, mais il y a longtemps. C'est au début de ces activités, au début que ces activités-là ont commencé. Et après le Nigeria, c'est le Porto Novo qui a pris le relais. Et c'est après que Cotonou est rentré dans la danse. J'ai eu à visiter un lieu comme ça à Porto Novo. L'hygiène, etc. Vous savez, ce milieu? Ce qui se passe dans ce milieu, c'est vraiment déplorable. Parce que je ne voudrais même pas que ce soit à cause de Covid-19 que le secteur des mines et de l'énergie commence pas à intervenir pour voir clair dans ce qui se passe dans ce milieu. C'est un milieu insalubre, c'est dans un milieu insalubre que les sachets de pure water sont mis en condition pour être vendus à la population béninoise. Il y en a qui n'utilisent même pas l'eau de pompe. L'eau de pompe, Il y a l'eau de qui puits. ils utilisent l'eau de puits carrément pour dire que c'est forage qu'ils ont fait. Et ils mettent l'eau dans les sachets. Et quand même, vous voulez boire, vous percez le sachet, vous voulez boire, vous allez constater qu'il y a une odeur qui ressemble aux eaux de bas-fond. Il y a tout ça là qu'on remarque. Et je crois que vraiment l'État, ou bien en tout cas, c'est toujours l'État, puisque l'administration qui est en train de payer au grain maintenant a compris qu'il fallait quand même aller dans ce milieu pour réorganiser le secteur, parce que avec l'arrivée de Covid-19, ça complique davantage les choses, parce que les employés, je dirais, puisque c'est déjà une entreprise que les gens ont créée à ce niveau, parfois les employés qui se chargent des reconditionnements de ces eaux, de ces différents sachets et consorts, est-ce qu'ils respectent les normes qu'on est en train d'indiquer aujourd'hui pour lutter contre la pandémie de Covid-19? Je ne pense pas, parce que les conditions dans lesquelles ça se passe, je crois que même si actuellement je n'ai pas eu la chance de visiter une petite usine de fabrication ou bien de mise en condition de ces eaux-là, je crois que la plupart de ces entreprises-là ne respectent pas correctement, je dirais, les mesures quand même que le gouvernement indique pour lutter contre la pandémie. Et il faille percer quand même ce secret. Oui, Corneille, votre avis sur la question, est-ce que l'hygiène y est? Parce que, comme l'a dit les autres, comme ils l'ont dit, ce n'est que de l'eau de pluie que les gens y mettent dans les sachets. Les filtres pour pouvoir, en tout cas, l'hygiène en général n'y est pas du tout, et les conditions de fabrication, c'est vraiment, ça laisse à désirer. Oui, ça me rappelle ce que j'ai vu quelque part dans Calavi, il y a de cela 2 ou 3 ans, où la petite fille, de façon ordinaire, le foyer, sinon les parents avaient l'habitude de fabriquer l'eau donc derrière leur chambre. Et un jour, la petite fille est venue seulement avec un sachet de disait, où tu as vu ça? C'est maman qui fabrique ça. Alors que dans la maison, il y a pas de pompe. Et c'est de là on a compris, on est parti, on a vérifié qu'il y a une bassine remplie d'eau
avec l'eau de Javel. Elle dit, maman, mais pourquoi ça? Elle nous dit qu'elle a utilisé l'eau de Javel et donc il n'y a plus de microbes. Mais le constat est que chaque fois quand vous prenez les sachets d'eau, à l'intérieur, on voit parfois des déchets. Et quand on voit ces déchets là, vous imaginez ce que ça peut causer à l'organisme. Bref, et quand on regarde les conditions, quand on regarde les milieux autres là, on sent, il y a de cela 3 jours, je peux vous le dire, j'ai été encore visiter un lieu quelque part à Godomaine. Bon, c'est pas la joie. Lorsque vous allez dans l'endroit, il y a une machine, il y a des rouleaux de sachets quelque part. Chaque fois, on place donc les rouleaux de sachets en bas et on essaie juste de faire le mouvement et ça sort, ça coupe, ça sort, ça coupe. Et dans ces conditions, le milieu n'est pas aussi propre. On fait avec, et il faut aussi voir les conditions dans lesquelles les intéressés le font. Très souvent, ceux qui ont l'habitude de le faire, on nous parle donc de forage, et quand tu prends, c'est autre chose. Quand on parle de l'eau, on dit c'est la source de vie. Et sans l'eau, c'est pas possible pour l'être humain de vivre. Lorsque vous quittez Cotonou, dans n'importe coin de la ville, dans les feux tricolores, vous allez voir les vendeurs et vendeuses avec des sachets de pure water. C'est une bonne chose désormais. Il faudrait donc assainir le milieu. Il y a certaines personnes qui ont compris, puisque depuis un moment, il y a certains qui disaient donc qu'il n'y aura plus d'utilisation de sachets. Il y a d'autres qui ont dit qu'ils ne vont plus le faire. Mais toujours est-il que ça continue toujours. Et la propriété n'y est pas du tout. Il faut une sensibilisation. J'espère qu'après la sensibilisation, les bonnes choses vont démarrer. Et pour punir ceux qui ne vont pas respecter. Oui. Est-ce que c'est pas un gros travail qui revient désormais à la direction de l'hygiène et de la santé publique pour que ce milieu soit véritablement assaini et qu'il y ait des interventions sporadiques dans ces petites usines de fabrication de pure water? Bien sûr. Même avant de commencer, normalement, il y a une direction à Porto-Novo, il y a la DANA qui est à Porto-Novo. Ils doivent quand même, en tout cas, fournir des dossiers pour avoir un numéro chaque fois. Il y a certains qui mettent même des numéros sur comme ailleurs, au Nigeria, il y a le NADA. Voilà. Maintenant, est-ce que vraiment ils continuent de respecter? Une fois qu'ils ont l'autorisation de la DANA, c'est fini, se permettre de faire tout ce qu'ils... Est-ce que c'est même la vraie DANA? Nous sommes au Bénin, on sait ce qui se passe. Voilà. Mais moi, c'était 2013. En 2013, moi, j'ai visité quelque part à Tanguieta, où ils fabriquent, ils mettent en condition l'eau là. Mais vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas facile. Et ce n'était même pas conseillé. Ça, depuis ce temps, moi, je ne prends pas pure water. Parce que je préfère prendre l'eau de robinet que nous avons l'habitude de prendre ordinairement. Je crois que l'État a bien fait de revenir sur ce dossier-là. Surtout, quand même, pour mettre de l'ordre, parce que ce qui se passe dans ce milieu, vraiment, ça n'encourage pas. Le confrère a dit tout à l'heure que l'eau, c'est source de vie. Il ne faudrait pas qu'en prenant cette eau de pure water là, ça soit source de mort. Donc, il faut nécessairement que l'État prenne ses responsabilités quand même pour réorganiser le secteur et sévir. Parce que ce qui se passe avec Covid-19, c'est encore plus grave. Les gens qui ne se lavent même pas la main, qui ne protéger les fabricants, qui touchent les sachets d'eau, qui les mettent en conditionnement, et ce sachet d'eau-là va parcourir toute l'étendue du territoire national et les gens vont prendre maintenant, toucher et boire avec la main. Ils peuvent déjà contacter le virus et puis après, on ne sait pas ce que ça va devenir. Et on peut parler là. Ça, c'est aussi source de contamination. En tout cas, l'eau pure water aujourd'hui peut être considérée comme une source de propagation de Covid-19. Donc, il faut quand même que l'État continue comme ce qu'ils ont déjà démarré. Oui, Stanislas Gbagbo, il y a nécessité donc d'assainir le milieu, de voir clair, parce que c'est aussi une source de contamination grave. Oui, c'est d'abord une source de propagation, parce que quand vous voyez toute la chaîne que suit cette eau-là, un seul sachet d'eau de la fabrication, la salle, l'usine de production, jusqu'à la petite dame qui vous la propose dans un marché, vous
vous vous rendez compte aisément que ça a pris par un long chemin, ça a pris par plusieurs mains, puisque voilà, ça ne passe pas dans l'air, ça a pris par des étapes. Et donc forcément, plusieurs mains ont eu à toucher le seul sachet avant que cela n'atterrisse dans votre main. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est à consommation directe. C'est quand vous prenez le sachet de Pure Water, vous ne chauffez pas l'eau d'abord, vous ne faites plus d'autres choses avant la consommation directe. Pire, quand vous avez tellement soif que vous trouvez un vendeur ambulant, vous prenez le sachet, automatiquement, vous l'incugitez. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de boire à ce niveau-là? Là est la question. L'eau n'est pas... c'est vrai qu'il faut reconnaître que ce n'est pas toutes ces usines-là qui font dans l'insalubrité, qui ne respectent pas forcément les règles d'hygiène, mais la plupart d'entre elles ne respectent pas les règles d'hygiène, raison pour laquelle la direction a décidé de les rencontrer. Et je pense même qu'au-delà de la rencontre, il faut passer à la sanction. Quand vous sanctionnez, le Béninois est beaucoup plus sérieux, il se range beaucoup plus quand il est face à des sanctions, quand il sait que des sanctions peuvent tomber à tout moment. L'exemple en est que dans le domaine de la lutte contre la corruption, nous savons aujourd'hui que quand vous déposez 100 francs qui appartient à l'État, là, si avant que quelqu'un ne touche, il doit se poser 1001 questions, parce qu'il sait que bon, ce n'est plus comme avant. Donc c'est la même chose. L'eau, c'est source de vie. Les Pure Water, d'accord, c'est une filière qui, quand même, qu'on le veuille ou pas, participe dans l'économie, surtout informelle, à nourrir des familles, à entretenir des enfants, à scolariser même des enfants, c'est normal, mais il faut se réorganiser. Un peu comme dans le secteur, dans d'autres secteurs liés à l'essence frelatée, où le gouvernement a demandé justement à ce que les gens se reconvertissent progressivement ou formalisent en créant des mini-stations. Voilà, il faut que les tenanciers de ces usines-là, de fabrication, de conditionnement de l'eau, puissent quand même se regrouper en association déjà. Moi, je propose. Je crois qu'ils sont même en association. Voilà. Donc, il faut que ces associations fassent leur travail, passent déjà au niveau de leurs membres pour voir un peu dans quelles conditions ils produisent cette eau-là. Et si les conditions ne sont pas respectées, les aider à remplir les conditions. Parce que je crois que dans ce processus, il y a des filtres qui sont mis à disposition pour filtrer l'eau, enlever les déchets. C'est pourquoi on a parlé de Pure Water. Je ne sais pas si je prononce bien l'anglais, mais on sait que c'est de l'eau pure, pour ainsi dire, en français facile. C'est de l'eau pure. Donc, qu'est-ce qui nous garantit que l'eau est pure si ce n'est pas filtré, si ce n'est pas débarrassé des déchets que nous avons? Et vous savez même que pour l'eau de robinet que nous avons l'habitude de consommer, parfois il arrive, pas toutes les fois, mais il arrive que vous recueillez l'eau de robinet et vous savez une couleur. Il y a parfois même une certaine couleur et on laisse l'eau se reposer d'abord avant peut-être de commencer par en utiliser. Ça, c'est souvent quand la SONEB fait des travaux à tel endroit, il y a eu des réparations, c'est en ce moment qu'on exactement. A ça, oui. Donc c'est pour dire que même à ce niveau, même au niveau de l'eau de robinet déjà, parfois on constate quelques bribes dans l'eau. Qu'en est-il maintenant de ces producteurs-là qui, je l'ai entendu tout à l'heure, font usage même de l'eau de puits? C'est assez grave parce que ils pensent rentabiliser leur commerce, mais ils tuent les populations à petit feu. Ce n'est pas bien du tout. On n'est pas là pour supprimer des vies, mais pour protéger la vie humaine. Et donc, il faut véritablement, pour ma part, assainir le milieu d'abord, réorganiser le secteur et passer rigoureusement aux sanctions. Quand on constate que vous ne respectez pas les normes d'hygiène, il faut sanctionner. Vous savez que pour les produits périmés, les produits avariés, à l'approche des fêtes, il y a des descentes, des descentes inopinées qui se font. Ils peuvent faire cette descente inopinée là au niveau de ces usines et voilà, voir un peu comment ça se passe, au besoin même fermer ces endroits-là parce que cela ne respecte pas les normes. Oui, nous n'avons aucune intention en tout cas, de jeter de l'opprobre sur l'activité. Comme vous l'avez dit, ça nourrit des familles, et ça règle tout, tant soit peu, le problème du chômage, puisque d'autres y gagnent leur vie. Mais quand même, il faudra dénoncer ce qu'on constate. Parfois, même ceux qui vendent, là, je touche les vendeurs. Ceux qui vendent, vous voyez aujourd'hui qu'il y a certains hommes qui le font, qui vont vendre. Et quand ils vont
faire leurs besoins, c'est-à-dire uriner dans un coin de rue sans se laver les mains. Et là, nous parlons de Covid-19, nous parlons d'hygiène sans se laver les mains. Même des femmes, qu'elles m'en excusent, avec leur manière de se mettre à l'aise, qu'elles sentent le besoin d'uriner. C'est des choses qu'on observe, n'est-ce pas, Corneille? Oui, tout Vous à fait. observez ça? Oui, tout à fait. Quand une bonne dame est en train de vendre peut-être dans un feu tricolore, elle ne va pas quand même demander la permission à qui que ce soit avant d'aller se mettre à l'aise. Et au retour, elle ne peut pas accepter prendre l'eau qu'elle vend pour pouvoir laver ses mains. C'est là aussi le problème. Il faudrait donc prendre les mesures idoines pour l'éviter. Et comme le disait Sam tout à l'heure, quand on prend l'eau, c'est à une consommation directe. Vous prenez à peine, vous remettez les 25 francs. Si vous avez tellement soif, on oublie même la monnaie d'abord. Et c'est partout. Surtout quand vous prenez les vendeurs, ils vont prendre peut-être le sachet à 250 et vendre à 25 francs. Et faites le calcul, vous allez voir quand même qu'il y a trop de bénéfices. Mais il y a des hommes qui ont désormais opté pour ça. Parce qu'en un temps record, dans une seule journée, presque 250-300 sur un sachet de vin. Oui, et au moins 2 ou 3 sachets par jour. Imaginez. Donc dans ces conditions, peu importe donc ce qui va se passer, il y en a qui sont prêts à le faire. L'idéal désormais, c'est que les autorités, c'est surtout ceux qui sont en charge de ce secteur, puissent faire ce qui est normal pour pouvoir limiter les dégâts, les sensibiliser, ce qui est sûr certain. Et pour que de temps à autre aussi la police fasse des descentes au niveau des feux tricolores pour les dissuader. Et là, ils vont comprendre qu'il y a des mesures à prendre au sérieux pour pouvoir limiter. Parce que nous sommes à une période très sensible, la pandémie. Et comme le disait le doyen tout à l'heure, on vit avec et on est obligé de limiter certaines choses. Sinon, ça peut aussi prendre par là. Un mot à ajouter avant qu'on ne passe aussi d'autres choses à ajouter, Bon, c'est quand même dit que le débat de ce matin concerne seulement les Piawata, pas les autres eaux plates qu'on constate, qu'on a commencé par voir de gauche à droite, puisqu'il y a aussi une multiplication de ces usines de fabrication, de mise en condition de ces eaux-là. Mais je crois que eux au moins, ils respectent certaines conditions, les conditions minimales pour quand même effectuer cette activité. Et je vais demander aussi à l'État de regarder un peu dans ce sens-là, parce que ça pilule déjà. Ceux qui ne veulent pas utiliser de sachets utilisent désormais de bidons. Il suffit seulement d'aller au Nigeria pour fabriquer, en tout cas, on a seulement les plastiques aujourd'hui, et pour fabriquer pour fermer les plastiques, il y a déjà un dispositif, un appareil qu'on prend pour faire. Donc les gens ont déjà commencé par fabriquer chez eux à la maison pour mettre dans la circulation. Il faut toujours que l'État contrôle un peu dans ce sens-là. Sinon, c'est comme ce qu'on constate avec Biawata. Mais je dis, les autres eaux qui se respectent, les Posotomé, les FIFA, Aqua, Blue et consorts, je ne parle pas de ceux-là. Je parle des petits qui travaillent, qui sont en train d'entrer dans le métier aujourd'hui, dans l'activité pour quand même troubler la quiétude des anciens qui sont là. Très bien. Merci à vous tous pour ce sujet. Conditionnement d'eau de table, assainir le milieu, la nécessité est là et nous croyons fermement à cette détermination du gouvernement à mettre les choses en place, à apporter des réformes pour que l'on puisse vraiment se servir d'eau potable, véritablement potable, parce que là, il s'agit de la santé publique. L'autre sujet, nous allons parler sport à présent. Coupe du monde du pétanque 2022, le Bénin se prépare, vous le savez, d'ici dans quelques mois, le Bénin sera sous le feu de la rampe, l'épicentre de ce sport boule, le pétanque. Eh bien, le week-end dernier, la mascotte qui annonce les couleurs de cette Coupe du Monde a été présentée au public à la face du monde en présence des autorités de cette discipline au plan national, africain et international. Corneille Goronou, vous êtes journaliste sportif. Alors, cet événement que notre pays, le Bénin, s'apprête à accueillir, c'est quand même une première. Oui, c'est un événement de taille. Le Bénin, en la matière, a un nom
quand on parle de la pétanque dans le monde aujourd'hui, forcément en Afrique, on va vous dire qu'il y a un pays qu'on appelle le Bénin. En 2016, le Bénin avait fini vice-champion en battant en 2016 en battant la Coupe du Monde, en battant la France 15 fois champion. Ça veut dire simplement que les Béninois ont un palmarès, les Béninois ont un parcours. Et à l'époque, quand on parle du Bénin, vous allez très souvent entendre Terrazini. Et quand on dit Terrazini, ça nous rappelle Marcel Biot et autres. Terrazini, c'était bien son surnom. Oui, son surnom, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de terrasser donc ses adversaires. Il a une précision terrible. Et quand on joue donc face aux Béninois, on a peur. Et quand le Bénin avait organisé, était donc parti pour cette compétition, on a vu au retour, c'était en 2016, avec l'ambiance. Et c'est Ambeta Latif de l'honorable Idriss Ibrahima qui est à la tête de la Confédération africaine et qui, depuis 2019, où le Bénin a été désigné pour organiser donc cette compétition, n'a jamais cessé donc d'organiser des réunions. Vous n'êtes pas sans savoir que le siège de la Confédération est à Cotonou. À Cotonou, bien sûr. Donc les experts sont souvent à Cotonou et les experts viennent surtout donc au Bénin pour en parler. Et lors donc de cette cérémonie, on a vu Claude Azema, le président de la Confédération internationale, qui est venu au Bénin juste pour la circonstance. Il a été clair que c'est une chance noble pour le Bénin et surtout qu'il salue donc le gouvernement béninois qui a accepté. Et quand un pays organise une telle compétition, imaginez, on aura plus de 40 pays et plus de 40 boulistes venus de plus de 4 pays, de 4 continents. Pendant des jours pour une compétition, il faudrait forcément avoir notre boulodrome. Et l'honorable a dit, d'ici peu, le Bénin aura son boulodrome. Et on dit souvent, et qui va loin maintenant, ça monte. Nous sommes pratiquement en 2020 et déjà la compétition aura lieu en 2022. Et les Béninois ont démarré. Et quand on suit très bien cette organisation, on sent simplement que les Béninois veulent anticiper. On a suivi le président, l'honorable Ibrahima Idrissou, qui a promis et qui va tout faire. Lorsque vous prenez même la sous-région, on sent que le Bénin a un nom. Et organiser une compétition pareille, c'est un événement de taille, un événement planétaire. Est-ce que c'est la performance des boulistes béninois qui ont... Il y a deux choses à souligner. C'est le carnet d'adresse du président Ibrahima Idrissou qui est bien fourni, les contacts sont là. Qu'est-ce qui a favorisé la première chose, il y a d'abord le Bénin même sur le terrain. On ne peut pas dire, vous invitez, vous êtes peut-être un joueur, vous ne jouez pas, et Stan lui joue au foot, c'était juste un exemple, et on laisse Stan et on vous appelle, c'est anormal, parce qu'on sait que le Bénin en la matière a un nom. Ça fait le premier facteur. Le second facteur, l'honorable Idrissou quand même, il a fait pour beaucoup de pays et il est quand même de bon ton qu'il pense aussi à son pays. Vous savez, depuis l'avènement du régime de la rupture, on sent simplement que le sol béninois est en train d'évoluer. Le Bénin dirige au moins 3 confédérations au niveau des sports boules, au niveau donc du handball, il y a Raymond Manzourou, avec Raymond Manzourou, le président que nous saluons. Et au niveau donc du rouleur, il y a Nathaniel Koti. Et quand vous prenez tout ça, vous allez voir. Et depuis des années, on a senti qu'il y a au moins 3 présidents de fédération, c'est-à-dire à l'international, qui sont venus au Bénin. On a Maureen Watanabe qui est venu au niveau de la gymnastique. On a Gianni Infantino qui est venu. Et récemment, Azema, ça voudrait dire simplement qu'il y a du sérieux. Et quand le Français est descendu, il dit, mais qu'il est fier parce qu'il a compris donc qu'il y a l'implication personnelle du gouvernement. Parce que quand la fédération décide d'organiser une compétition, elle n'a pas forcément les moyens. Il faudrait l'appui donc du gouvernement et le gouvernement veut jouer son rôle. On a suivi donc le représentant du ministre des Sports, Belami Sakapovi, et qui a dit que le Bénin va jouer sa partition, que le gouvernement fera aussi de son mieux. C'est une opportunité et franchement, on ne peut donc dire bravo aux organisateurs. Et l'autre chose, quand on organise une compétition pareille, vous allez recevoir des boulistes de pratiquement tous les continents, sur peut-être des jours, une semaine. Imaginez le tourisme béninois. Ils seront hébergés dans des hôtels au Bénin. Forcément. Ils seront peut-être appelés à visiter des lieux. Imaginez à peu près le nombre de travail. Et on aura besoin forcément des Béninois pour les aider un peu de tout. Ça voudra dire simplement que ça renforce encore l'économie du pays. Et dans ces conditions, on ne peut qu'applaudir. Et vivement, d'ici peu, le boulodrome, on va commencer avec les travaux. Et l'espère, parce que
Le président de la Confédération internationale est venu avec des experts. Ils iront étudier donc le terrain pour voir en même temps ce qui est faisable pour qu'au départ ou bien pour qu'avant la compétition, que l'on puisse quand même commencer l'essentiel pour qu'en son temps, le Bénin puisse organiser la compétition. Mais ce qui est sûr et certain, soyez sûr, le Bénin organisera la compétition. Correctement et Oui, correctement, parce que le vice-président de la Fédération béninoise de pétanque, Gabayaya, l'a dit que la fédération est prête et que toutes les conditions, donc toutes les dispositions seront prises pour l'organiser, et surtout avec l'appui du gouvernement et le ministère des Sports qui ne ménage donc aucun effort à accompagner les disciplines sportives. Très bien. Plusieurs disciplines sportives font parler d'elles et font en tout cas ressortir le nom du Bénin sur le plan international. Mathias Soussou, quand on parle du sport de boule, le pétanque, qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce que cette discipline vous rappelle? Est-ce que vous avez une idée de comment ça se passe? Qu'est-ce que cela vous fait? Quand j'entends pétanque à l'international, je pense d'abord à l'honorable Idrissou Ibrahima. Est-ce que vous avez joué j'ai connu ce sport quand on était petit au depuis 86 avec Gaba, votre ami Bien Gaba, avant Rabiou ici, qui était un fan de ce sport-là. Quand on allait au cours, quand on sort du cours, je dois l'attendre, il doit jouer et finir vers 22h avant qu'on ne rentre à la maison. C'est déjà depuis ce temps que moi j'ai connu pétanque. Ben, arrivé à l'université où je suis rentré dans le milieu de la presse, vous savez, quand on commençait, on embrasse tous les secteurs. Et c'est là que j'ai connu Idrissou Ibrahima, où j'ai eu à effectuer des voyages avec lui à l'intérieur du pays pour les organisations des compétitions de pétanque. Et là, je salue sa ténacité, parce que ce n'était pas donné à quiconque de travailler dans ces conditions pour hisser ce sport-là au niveau où on le connaît aujourd'hui. Et avec l'aide du gouvernement, les gouvernements qui se sont succédés, je crois qu'il a réussi à mettre ce sport-là au niveau où ça doit être aujourd'hui, jusqu'à organiser quand même les compétitions mondiales. Je crois que c'est à saluer, c'est à son actif et à l'actif du gouvernement et de l'État aujourd'hui qui quand même s'intéresse à tous les sports, pas seulement au foot qu'on remarquait pour certains gouvernants. Ça veut dire que quelque part, il faut reconnaître ce mérite-là à ce gouvernement et au président de la Confédération, je crois, africaine de ce sport qu'on voit aujourd'hui. Et je crois qu'il faut les remercier. Et ils se sont donnés. Et l'honorable Idrissou Ibrahima s'est donné corps et âme pour quand même hisser ce sport à ce niveau-là. Il faut quand même l'encourager. Il y a quand même des crocs en jambes qui se remarquent parfois, mais il a fait fi de toutes ces difficultés pour être là où on est aujourd'hui. Et pour ceux qui connaissent Idrissou Ibrahima, si on dit Idrissou Ibrahima est bouliste, les gens vont, s'ils ne le voient pas à l'œuvre, ils ne vont pas comprendre. Il a au moins, en tout cas, dans son fond intérieur, il a aimé ce sport et il a montré quand même aux autres handicapés qui ne savent pas que eux aussi ils sont utiles à quelque chose. Mais lui, il a montré par là que on peut être handicapé et pratiquer son sport qu'on adopte. Ça veut dire que quelque part le handicap aussi est utile à la société. Très bien. Stanislas, est-ce que notre pays, le Bénin, dispose, voilà, qu'on organise aujourd'hui une compétition mondiale? Est-ce que nous avons le dispositif, les structures adéquates pour l'organisation d'ici 2 ans de cette compétition, surtout que et est-ce que ça a été vraiment une habitude, ça a été ancré dans les collèges? Est-ce qu'on a fait un travail pour qu'il y ait de la relève, pour que les gens s'intéressent beaucoup plus à cela? Je pense d'abord que c'est une très bonne nouvelle que le Bénin veuille accueillir une Coupe du Monde de pétanque. On a dit Coupe du Monde de pétanque. Ça veut dire que cela réunira, en tout cas, de tous les pays du monde, les gens viendront et la destination sera la destination Bénin. C'est déjà un effort à saluer parce que au plan médiatique, nous serons
beaucoup plus visible au plan des relations internationales. Nous allons y gagner. Quand on organise une compétition mondiale dans un pays, le pays est sous les feux des projecteurs le temps de cette compétition. Donc, c'est déjà une excellente nouvelle pour notre pays qui en tirera à coup sûr beaucoup d'avantages sur tous les plans. Au plan du sport, au plan du relationnel, au plan même des relations diplomatiques avec les autres États. C'est une bonne chose. Au plan même du développement des activités économiques, on a parlé de Piawata tout à l'heure, mais vous savez qu'au niveau de ces événements sportifs, déjà, il y a que les gens vont se désaltérer, les sponsors vont venir, il y a beaucoup de petites activités, même pour les spectateurs qui iront sur le terrain, sur les aires de jeu pour voir un peu, mais on ne va pas rester les bras croisés. Il y a des amuse-bouches, beaucoup de choses, beaucoup d'activités en bref qui vont tourner autour. Mais quant à la question de savoir si nous sommes réellement pressés, nous avons les infrastructures. Corneille a parlé tout à l'heure du boulodrome que le Bénin aura. Je pense que, à l'image du football où on construit des stades d'envergure pour accueillir les compétitions, je pense, si je me trompe, que dans le cadre de la pétanque, il s'agit du boulodrome, n'est-ce pas? Donc, quand le Bénin s'apprête à réaliser son boulodrome, moi, ma prière, ma requête la plus intime ce matin, c'est que très vite, ce boulodrome puisse être réalisé. Parce que ne l'oublions pas, le temps passe très vite. Pour moi, nous ne sommes pas à 2 ans de la compétition, mais nous sommes à au plus 1 an et demi de la compétition. 2020 passe et nous avons l'année 2021 pour tout mettre en ordre, pour voir un peu les réglages nécessaires. Parce que 2022, c'est à côté. Il suffit qu'on aborde 2021 pour se dire que nous sommes à moins d'1 an de la compétition. Et donc, ne nous mettons pas en tête que c'est pour 2022. Nous avons vu sur le plan footballistique un pays comme le Cameroun, à qui l'organisation de la CAN a été retirée une première fois et qui est peut-être en voie d'être retirée une seconde fois pour 2000. En tout cas, on verra bien la suite. Donc, c'est pour dire que quand on ne s'y prend pas tôt, quand on reste toujours dans l'euphorie de oui, nous allons organiser un tel événement, c'est bien beau. Quand on reste comme ça, devant micro et caméra, et qu'on ne descend pas sur le terrain pour se mettre au charbon, on est souvent surpris par le temps. Et l'assurance que j'ai ce matin, c'est que celui qui dirige la Confédération africaine des sports boules, qui de surcroît est un Béninois, averti justement, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il aime le sport, il l'a pratiqué sur plusieurs années, il est au gouvernail depuis plusieurs années, l'honorable Idrissou Ibrahima, il ne permettra pas que son pays tombe dans la gadoue parce qu'on nous a octroyé cette organisation. Et donc, il fera feu de tout bois pour que l'organisation tienne, c'est déjà une bonne chose, et pour que nous puissions réussir le pari de cette organisation, surtout en cette période de pandémie. Parce que notre prière surtout, c'est que la pandémie puisse passer avant 2022. Mais nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas devins. Au cas où la pandémie serait toujours là d'ici 2022, parce que c'est ça qui va changer la donne. On était habitué à organiser des événements, même si le Bénin n'a jamais organisé un championnat du monde de pétanque. Je me rappelle, et je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'en 2015 déjà, nous avons organisé les championnats du monde d'athlétisme. Je ne sais pas si c'est ça, qu'on pourra me corriger tout à l'heure. En Afrique. En 2012. En 2012, voilà. À Porto Novo. Et il y avait un certain Oscar Pistorius, le Sud-Africain, qui avait pris part à ça. Donc, le Bénin, en tout cas petitement, même si ce n'est pas dans le domaine du football, dans d'autres disciplines, organise quand même, accueille déjà de ces événements. Maintenant, il s'agit d'une Coupe du Monde. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on établit le parallèle avec le football, il s'agit pour nous de la Coupe du Monde de pétanque qui sera organisée ici. Ça veut dire que si c'était au football, on s'apprêterait à accueillir Neymar, à accueillir Cristiano Ronaldo, à accueillir Lionel Messi, et que sais-je encore. Donc, c'est dit que nous allons recevoir les boulistes au plan mondial, les meilleurs. Le Bénin est fier et je pense que dans la préparation, on doit intégrer la pandémie de Covid-19, comment faire pour respecter les gestes barrières, notamment pour les spectateurs, la mise en condition des athlètes qui viendront au Bénin. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils viennent et qu'ils repartent avec le virus. Donc, il faut que côté sanitaire, tout soit mis en place
et c'est le moment de se lever pour ne pas être surpris par le temps, parce que je le rappelle une fois encore, 2022, ce n'est pas loin. Très bien. Corneille Goronou, je reviens sur la question des infrastructures. C'est vrai que on a certainement pas grand chose. Et pourtant, le Bénin, à ce niveau de la compétition au plan mondial, c'est quelques espaces qu'on retrouve dans certains quartiers où certains se débrouillent, ou un espace au stade René Pleven, stade de Boycon, de Parakou, au stade de l'Amitié. Que dites-vous par rapport aux infrastructures? Il n'y a pas d'infrastructure, mais le Bénin a pu quand même finir champion du monde en 2007. Ça voudrait donc dire qu'il y a la passion. Et quand tu aimes ce que tu fais, tu es tenu, peu importe les conditions, d'atteindre tes objectifs. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas donc de boulodrome en tant que tel. Vous allez à Cotonou 2 ou encore au stade général Mathieu Kérékou, il y a quelque part là, mais a priori, ce qu'on observe un peu partout au Bénin, les vents, les quartiers, autres là, peut-être dans les écoles, autres là, on fait avec. Maintenant, quand il y a une compétition de telle envergure, il nous faut forcément un boulodrome pour le faire. Et là, sinon plusieurs. Sinon plusieurs, mais comme c'est une compétition, on peut prendre peut-être un terrain ou des espaces juste pour créer 2 ou 3 boulodromes. L'honorable Idriss Ibrahim l'a dit, et que les experts vont descendre sur le terrain, ça sera fait. Stan a soulevé donc un problème très crucial. Le Bénin, certes, va l'organiser, mais il faudrait quand même commencer pratiquement. On est en 2020, donc 2022 n'est pas loin. Et il a rappelé tout à l'heure l'exemple du Cameroun. C'est vrai, il y a les moyens. Et l'autre chose, c'est quand on prend la CAN que le Cameroun devrait organiser, il y a la Confédération africaine, il y a le gouvernement camerounais, où donc les deux devraient forcément s'entendre. Ici, le gouvernement est d'accord. Et on a donc un accord au niveau de la Confédération africaine de sport boule. Et le président de la Fédération internationale est aussi Vincent Oudradi. C'est l'image du pays. Parce que quand le Bénin va organiser cette compétition, on ne va pas dire quand vous allez chercher à savoir Coupe du monde de pétanque en Afrique. Nous n'allons pas dire que c'est l'honorable Idriss Ibrahim, mais après tout, c'est le drapeau béninois. Donc, dans ces conditions, tous les maillons de la chaîne doivent s'impliquer, tout le monde, où chacun doit jouer forcément sa partition pour quand même que cette compétition devienne une réalité et que les petits plats soient mis dans les grands pour que, même à partir d'aujourd'hui, on commence déjà par faire ce qu'on doit faire pour préparer d'abord la compétition. Par l'autre chose, c'est le Bénin qui organise. On ne va pas organiser une compétition et ne pas faire une forte sensation. Donc, il faut commencer les préparations sur les deux plans. D'abord, sur la prestation des boulistes et aussi sur le terrain, comment organiser la compétition. Mais ce qui est sûr et certain, l'honorable l'a dit, le gouvernement les accompagne, le porte-parole, le représentant du ministre des Sports aussi l'a dit, c'est un événement planétaire. Le Bénin va le faire. Quand on prend donc les sports boules en Afrique, on connaît la place du Bénin. Et quand on prend cette compétition dans le monde, on connaît le Bénin. Ce sera donc une très belle opportunité. Oui. Est-ce que la relève, ça c'est une question très importante. Est-ce que vous faites quelque chose? Est-ce que la fédération béninoise des sports boules organise des séances pour permettre à nos jeunes, je parle au niveau des écoles, des établissements, des collèges, pour que ce sport soit vraiment devienne une habitude pour les enfants, tout comme le football qui se joue dans les coins de rue? Oui, un sport à la base, oui. Quand on prend les sports boules, comme le disait le doyen tout à l'heure, on n'a pas forcément besoin d'avoir le kit de la fédération avant de le faire. Dans ta zone, dans ton village, il suffit juste d'avoir les boules et puis tu peux le faire. Maintenant, l'autre chose, vous l'évoquiez tout à l'heure, il faut préparer la relève. On a parlé tout à l'heure de Marcel Bior, on a parlé d'autres Béninois qui en son temps avaient quand même bien mouillé le maillot, défendu le drapeau béninois, mais aujourd'hui, ceux-là, ils sont en train de vieillir. Qui sont ceux qui peuvent les remplacer? C'est là le problème. La fédération organise des compétitions un peu partout, au niveau des ligues. Il y a aussi des initiatives personnelles. Et quand vous allez par exemple dans une ville comme Boycon, où on connaît Boycon en matière de foot, on dit Tonnerre Football Club de Boycon, mais aujourd'hui,
le sport roi à Boycon, c'est la pétanque. Il y a des compétitions un peu partout. Et ne soyez pas surpris, c'est comme les tournois de quartier où on observe souvent les vacances. Et on voit pratiquement les mêmes joueurs qui évoluent en première, en deuxième division. Ce sont ces boulistes qu'on voit un peu partout. Il faudrait désormais organiser une sélection, choisir les meilleurs, si possible les mettre quelque part à l'écart et les suivre de près pendant toute la période pour quand même que le Bénin organise mieux ou bien sa compétition sur tous les plans, sur le plan organisationnel et surtout au niveau de la compétition. Oui, la question de la relève, monsieur Mathias Ososo, la relève pour ce sport qui fait parler quand même du Bénin, qui organise la Coupe du Monde, c'est quand même un événement. Et donc, la relève doit être pensée. Bien sûr, ça se pense déjà depuis que ce sport a été adopté par les Béninois. Et seulement, la chose n'est pas connue du milieu scolaire, mais c'est dans les quartiers que les équipes se constituent. Et l'apprentissage, en tout cas pour connaître les vrais joueurs du sport boule, c'est dans les quartiers, il faut les voir à l'œuvre. La relève se prépare sur ce plan parce que quand vous voyez les compétitions qu'ils organisent entre eux, les quartiers ou les villes, parfois les gens quittent Aboumé, ils viennent rencontrer les autres, en tout cas de ce sport-là. À Ouida, par exemple, il y a Lokosa qui va faire des compétitions avec ceux de Porto Novo, ainsi de suite. Ils vont jusqu'à Natetengu, Porto Novo va à Parakou, ainsi de suite. Ça veut dire que ça vit, le sport boule, ça vit au Bénin, et la relève se prépare parce que tous ceux-là qui participent à des compétitions, les compétitions qu'ils organisent, c'est pour quand même détecter des talents, des spécificités liées quand même à ce sport. Ça veut dire que quelque part, la relève peut être assurée par la jeune génération qui suit. Parce que ça se découvre de jour en jour dans les quartiers. Seulement que ce n'est pas connu des collégiens et consorts. Mais quand ils sortent du collège, dans le quartier, il y a quand même des équipes là qui jouent et ils peuvent intégrer ces équipes là pour jouer. Seulement que ça ne s'apprend pas dans les collèges, en tout cas à ma connaissance. Très bien, nous disons merci donc à la réalisation qui nous montre déjà, qui illustre ce débat, cette causerie par ces images. Stanislas, à moi, un mot sur la relève, l'implication des jeunes dans ce sport, parce que c'est une discipline à part entière. Je pense d'abord que la relève sera suscitée dès lors que cette compétition de 2022, dès lors que le pari sera tenu et bien tenu. Vous savez, déjà, nous le reconnaissons tous ici en plateau, dans nos différents quartiers, dans notre entourage, les gens se réunissent, surtout les soirs, pour, je les vois en train de lancer des boules. Je ne sais pas si cela respecte forcément les normes, parce que je sais que sur un terrain de football, il y a un ailier gauche, un attaquant, un défenseur, un milieu de terrain. Je ne sais pas si, voilà, en matière de pétanque, ils en ont. Voilà. Des concasseurs. Ah, d'accord. Oui, donc, ce sont les termes que vous utilisez. Tout à fait. Des concasseurs, des viseurs. Des spécialistes, des tireurs. Il y a de ces boulistes là qui sont venus juste. Vous allez simplement constater qu'il y a un petit qui ressemble à un corniche, oui, qu'on lance. Oui. Vous allez voir des spécialistes et quand il s'agira donc de venir dégager peut-être la boule de l'adversaire, il y en a qui viendront simplement rien que pour ça et tirer, puis c'est pas qui viendront. Ah, d'accord. Donc c'est pour dire que s'il y a tout ça, c'est pour dire que si l'organisation est bien faite, si le pari est tenu, ça pourra faire des émules au niveau des plus jeunes. Mais vous n'êtes pas sans savoir que cette émule-là, au niveau de la jeunesse, c'est beaucoup plus dans le cadre scolaire. Voilà qu'avec le Covid, le coronavirus, les regroupements, les manifestations sportives et culturelles n'existent plus forcément. Donc, qu'adviendra-t-il? Sinon, moi, je pense que au niveau des établissements même, on peut initier les enfants à ça. Au niveau des classes sportives notamment, qui ont repris avec les initiatives gouvernementales, les enseignants, les professeurs qui enseignent l'éducation physique et sportive peuvent trouver des créneaux où on peut apprendre aux enfants à lancer des boules. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Là, de manière à susciter en eux le goût
de la pétanque. Parce qu'on suscite chez eux le goût du football, ils veulent ressembler à Messi et à Ronaldo. Donc, si cela est bien organisé au Bénin, on peut susciter en eux le goût pour la pétanque et comme ça, on pourra avoir des pépinières dans les établissements pour pouvoir mieux assurer. Et par rapport à ce que ça a dit, c'est mieux de suivre de près quelqu'un qui a la passion que de susciter en quelqu'un le goût de la pétanque. Et parce que dans les rues de Cotonou, vous allez voir des jeunes qui, pratiquement toute la semaine, chaque soir, sont là, ça vous a dit. Avec de petits bouts. Et souvent pour ces compétitions, on forme des triplettes. Et pour une équipe, et comme Stan le disait, on n'a pas forcément besoin des lits autres là. Quand il suffit donc de s'installer et quand on forme le triplet, c'est une équipe, c'est pour défendre. Donc ça voudrait dire que on est en mesure donc de s'aider si peut-être quand je suis en ballottage défavorable, mon coéquipier peut venir m'aider et dégager donc l'adversaire pour me permettre d'être à une meilleure distance que donc la boule de l'adversaire. Bref, je voulais donc dire qu'il y a des pratiquants, il y a des gens qui aiment le sport un peu partout au Bénin. Et l'autre chose, dans les écoles, bon, commencer par préparer les élèves à partir d'aujourd'hui pour une compétition qui est en 2022, ce serait quand même trop juste. Il faudrait donc faire avec ceux qui sont là, la relève S10. Les vieux loups sont encore là et on dit souvent au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle. Il faut les coacher, il faut un encadrement digne de ce nom, il faut les suivre de près et le Bénin ne fera pas une pièce figure. Merci à vous tous. Mathias Soso, directeur de publication du quotidien Le Gongoneur, qui était sur ce plateau, Stanislas Ngbenpo Amoa, journaliste à E-Télé, et Corneille Goronou, journaliste sportif au groupe de presse Le Matinal. Merci d'être venu ce matin nous informer par rapport à ces sujets, le sport boule, la compétition mondiale qu'organise le Bénin. On aura le temps d'y revenir plus en détail, nous parler des spécificités de ce sport. Oui, nous avons besoin de le savoir. Nous avons également parlé du conditionnement d'eau de table, le secteur qui est à assainir fondamentalement parce qu'il s'agit là d'une question de santé publique. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin le matin de ce mardi. Très bonne suite des programmes sur E-Télé.